Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour. Bonjour Antoine. On va tout de suite faire un point sur les cours des principales cryptos. Alors les choses ont l'air de s'assagir un petit peu après la grosse dégringolade d'il y a quelques semaines. On s'est stabilisé du côté des 92 000 du côté du Bitcoin, mais on a l'impression que voilà, on est au-dessus du support, on est en lévitation, mais il n'y a plus d'énergie pour aller beaucoup plus haut. Oui, disons qu'avec l'épaisseur du trait, on peut dire que depuis 2 semaines, finalement, on est au même point autour des 90 000 $. Alors, on avait évoqué en fait le sentiment de peur extrême il y a presque un mois, ce qui a permis finalement de purger le marché et de laisser place à une consolidation un peu plus horizontale, comme prévu finalement. Et comme on a vu, je le rappelle, début mars, avant l'accélération haussière de cet été, au-delà des 120 000 $. Alors depuis, la Fed est passée par là. Alors au-delà de la baisse des taux qui était déjà largement prévue, un discours plutôt enthousiaste, je dirais, de Jérôme Powell, que j'ai trouvé plutôt en confiance. Alors, même s'il n'a pas prévu de nouvelles baisses des taux avant que l'inflation ne retombe, ce qui est assez logique. Donc, plutôt rassurant, ce discours, même si rien de fou. Disons qu'il semble plutôt en maîtrise, malgré le challenge, comme il a dit à plusieurs fois, à jongler entre un emploi qui chute aux États-Unis, l'inflation qui remonte. Donc, du coup, on voit que les taux ont quand même du mal à se détendre. Petite détente tout de même du dollar américain. Et c'est vrai que les actifs risqués, que ce soit sur les marchés traditionnels ou ici sur Bitcoin, restent un petit peu, vous l'avez dit, sur leurs réserves. C'est ce que j'appelle un peu une période de digestion. Je pense aussi c'est la fin d'année, donc il n'y a pas de grosse prise de décision. Donc temporisation à court terme, ça reste positif si on dézoome un peu. Mais c'est vrai qu'à court terme, on a une psychologie de marché, un peu de respiration. Pour l'inverser, pour redonner plus de punch, c'est 94 500 $ à passer d'ici Noël. Ce sera un beau cadeau pour envisager ensuite un retour sur les 100 000. Et c'est vrai, vu le contexte d'octobre, de novembre, ce serait déjà très bien pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Alors il y a 2 semaines ici, je disais, prenons un peu de recul. On oublie que ça reste un marché volatile, risqué, petit. D'être patient parce que, on l'a vu ces derniers mois, à 125 000 $, on se dit qu'il n'y aura plus jamais de repli. Quand on est à 80 000, il n'y aura plus de rebond, on va au trou. Alors, si on est émotif dans ces cas extrêmes, on se fait un petit peu balayer par le marché. Alors qu'au final, 0% de performance depuis le début de l'année. On a eu une performance de plus de x2 en 2024, de 2 fois et demi en 2023. Donc voilà, malgré les vents et marées, je reste enthousiaste. Il faut être vigilant quand même et pragmatique sur le fait qu'on ne passe pas de panique à euphorie, qu'il y a des étages à construire pour garder une tendance de fond positive, avec, parfois des phases de respiration, comme on l'a depuis en bois. Moi, je trouve ça plutôt sain pour la suite. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a un truc qui se passe depuis quelques jours qui est assez amusant, une sorte de similarité entre Bitcoin et Ether d'un côté et or et argent de l'autre. On sent que la dynamique se calme sur l'arène, sur le Bitcoin comme sur l'or, même si là, ça remonte un petit peu. On va suivre ça en cours d'après-midi, mais que c'est du côté du dauphin que ça se passe et l'Ether, en tout cas, est sur une dynamique franchement intéressante là en ce moment, ces derniers jours. Oui, étonnamment, effectivement. Ether un peu plus fort que Bitcoin depuis 2 semaines. Alors lui, il est même, d'ailleurs, si on regarde l'aspect technique, il est même retourné au contact de ce qu'on appelle en analyse technique une moyenne mobile à 50 jours. En fait, c'est un point de repère de tendance. On est dessus, alors que Bitcoin, on est 5% plus bas. Sur Ether, on a rallié cette grosse résistance, donc des 3400. Ce serait même plus qu'encourageant pour la fin d'année si on arrivait à passer ce plafond de verre pour, pourquoi pas, voir les 4 000 $ sous le sapin. Donc voilà, c'est vrai que si vous voulez, Bitcoin et Ether finalement ont purgé, ça se stabilise depuis quelques semaines. On est en train de reconstruire progressivement une tendance positive, mais voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Bon, on suivra ça en tout cas. Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, merci d'avoir un petit peu fixé les bornes à surveiller, les seuils techniques importants sur Bitcoin et Ether. Ça a été une semaine dense, encore une fois, sur l'actualité du système crypto, entre régulation, adoption, grand public, signaux divergents sur l'état du marché. Il s'est quand même passé beaucoup de choses en France comme à l'international. Et puis, on va le voir en préambule, notre bazar budgétaire est en train de rattraper le monde des cryptos. Et oui, pendant que tout le monde tente de suivre, la bourse de New York vient d'installer quand même dans ses locaux une statue du mystérieux Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Un clin d'œil intéressant au moment où tout le monde institutionnel semble quand même plus que jamais se rapprocher des crypto-monnaies, et on le sent. Et vous pouvez le voir aussi avec Christopher Dembick, mon collègue qui en fait grand cas dans TPI, la masterclass, cette adoption et cet intérêt vraiment croissant et massif des institutionnels pour les stablecoins. Allez, les pros des cryptos, ça commence tout de suite. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Bon, puis je vous disais, c'est le All-Star Game, c'est aussi le All-Star sur ce plateau. Thibaut Boutroux de Meria, bonjour, merci d'être là. Et puis le boss, le big boss, Owen Simona, alias Asher, qui est là avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais, on est rattrapé par le bazar fiscal dans le monde des cryptos, par le bazar fiscal français. Ça ne nous réjouit pas vraiment. Un amendement qui a été adopté en commission. Alors, adopté en commission à l'Assemblée nationale, ça peut... le saladier peut se retourner assez rapidement, mais prévoit quand même désormais d'obliger les détenteurs de portefeuilles crypto auto-hébergés à les déclarer à l'administration fiscale. C'est une mesure portée par le Parti communiste, soutenue par le bloc central. Thibaut, qu'est-ce que ça change concrètement ? Pourquoi cet amendement suscite autant de réactions dans l'ensemble de la communauté crypto, de tout l'écosystème ? Ouais, c'était un petit peu la mauvaise surprise. Alors, il y avait déjà eu des discussions sur le sujet, mais on avait peut-être eu la naïveté de croire que c'était tellement en gros que ça ne pourrait pas arriver. Finalement, ça semble arriver. Pour prendre le parallèle, parce que peut-être que le jargon n'est pas forcément familier pour tout le monde. Voilà, les portefeuilles crypto hébergés, c'est les clés froides. C'est le fait de détenir en propre et pas à travers un intermédiaire. En gros, si on prend le parallèle, c'est comme si on demandait de demain à tous les Français de déclarer tous les billets qu'ils avaient dans leur portefeuille quand ils allaient se balader dans la rue. Oui, c'est ça. Globalement, le parallèle est le même pour dire à quel point c'est grossier. Et c'est d'autant plus surprenant que ça n'existe sur aucune autre classe d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oblige ça sur aucune autre classe d'actifs. Le parallèle, ce serait demain, enfin dans cette direction, demain on va demander aux femmes de déclarer leur sac à main de luxe, par exemple. Je veux dire, c'est un petit peu la direction qu'on est en train de prendre. Donc ça a pas beaucoup de sens. Ouais. C'est plutôt très contre-productif et ça inquiète l'écosystème à un moment où on commençait à avoir des signaux qui étaient un peu intéressants. Donc effectivement, grosse vigilance. C'est pas encore passé, c'est pas encore poussé. Voilà. Mais il y a un autre amendement qui a été redéposé par le Parti socialiste qui est exactement le même, quasiment au mot près, et qui est aussi soutenu. Donc ça va dans la mauvaise direction pour le coup. Bon, Owen, est-ce que ça pourrait, alors du coup, totalement freiner l'usage du portefeuille en autodétention et des clés pour détenir ses propres cryptos ? Totalement. J'essaye de me contenir parce que j'ai pas les mots pour dire ce que je ressens vis-à-vis de cette proposition. On a un pays dont la devise c'est liberté, égalité, fraternité. C'est cracher sur la liberté, très clairement. C'est de la liberté individuelle. C'est fournir une liste non exhaustive, justement, de tout ce que l'on possède. C'est faire l'inventaire de ce qu'on a chez soi pour le fisc. C'est donner une transparence absolue sur ce que vous détenez à l'État régalien. Il n'y a rien contre le fait de mettre des garde-fous, de protéger, mais comme le disait Thibaut, ça n'existe sur aucune autre classe d'actifs. L'objectif, c'est vraiment de freiner, de contrôler, de maîtriser purement la détention individuelle. C'est un message très clair vis-à-vis de ce que l'on n'aime pas. De plus en plus, j'en ai l'impression, c'est-à-dire la propriété privée. Et dans le monde de la crypto-monnaie, c'est l'ADN même de la crypto-monnaie de proposer ce genre d'alternative. Et c'est quelque chose de très grave. Et j'espère vraiment que beaucoup de personnes qui ont voté pour ces amendements vont réfléchir un petit peu et vont comprendre ce qu'ils ont fait et le message qu'ils ont envoyé dans un pays qui a toujours ce mot dans sa devise. Question bête, est-ce qu'une mesure similaire est en vigueur dans d'autres pays ? Je ne crois pas. Non, a priori, il n'y a pas d'autres pays qui a pas ça. Et surtout, en fait, ils se trompent aussi un petit peu dans l'approche. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de lutter un peu contre la fraude fiscale, globalement. Sauf qu'en faisant ça, en fait, le message qu'on va créer, c'est qu'on va empêcher des gens de venir construire sur cet écosystème, parce que pour pouvoir construire cet écosystème et comprendre la technologie, à un moment donné, il va falloir aller se balader dans la finance décentralisée et il faut détenir ses clés. Et donc là, on rajoute une contrainte déclarative, alors que c'est déjà globalement assez contraignant, les déclarations crypto en France. Donc, si on veut lutter contre la fraude fiscale, il y a peut-être des efforts à faire dans la simplification du cadre fiscal plutôt que dans le fait de rajouter des briques. Et on va faire en sorte que les détenteurs de crypto, à un moment donné, plutôt que de ramener la crypto dans l'économie réelle ou investir ailleurs, ils vont simplement en fait quitter le territoire. Donc on est totalement contre-productif par rapport à l'idée de départ. Donc, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, parce que les montants les plus substantiels sont investis via la crypto décentralisée. Les clés, les portefeuilles autodétenus, c'est plus des choses qui concernent les tout petits investisseurs qui ont 2-3 satoshi ou un bitcoin en réserve, comme on a un lingot sous le matelas. Alors vous me direz, le lingot sous le matelas, on sait à peu près où il est et il est déclaré et on sait qu'il est là. Mais encore une fois, on se trompe effectivement peut-être de cible. Non seulement on se trompe de cible, c'est pas proportionné. Ça ne permet pas réellement d'atteindre l'objectif. C'est dans la limite de 5 000 € par portefeuille, je crois.
eh bien, on va juste obliger les gens à avoir beaucoup plus de portefeuille et de mettre 4 999 € dessus. Il y a même un contournement technique évident. C'est vraiment... Venez, on fait un bout de papier qui va demander du temps, de l'énergie et des efforts qui nous éloignent de nos valeurs et qui ne nous permet pas d'atteindre notre objectif dans le but de faire un bout de papier. Parce que c'est ce qu'on sait faire. Et surtout, dans une dynamique où on se pose des vraies questions sur notre société aujourd'hui. L'Union européenne parle d'un chat contrôle pour que l'État puisse encore avoir un contrôle sur nos discussions chiffrées et interdire le chiffrement, toujours sous prétexte qu'une minorité peut en abuser. On va mettre un contrôle grave à une majorité. J'ai été à l'école en France. Et pour le coup, j'ai lu George Orwell et je pense vraiment qu'il faut se poser des bonnes questions. C'est très grave ce qui vient de se passer. C'est pas juste quelque chose de choquant, c'est quelque chose qui fait que toute personne qui n'en a pas vraiment conscience devrait essayer de comprendre la profondeur de ce qui vient d'être proposé. Bon, on va tous prendre un petit Temesta là, et se calmer. Et vraiment, parce que ça me ronge ce qui vient de se passer. Oui, Owen, je comprends. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Figurez-vous que BPCE, quand même, devient le premier grand groupe financier français à permettre l'achat de Bitcoin et d'autres cryptos via sa filiale Exarch. Thibaut, il y a quand même un signal super encourageant, parce qu'avant, c'était via des expédients, on pouvait investir un peu dans le Bitcoin en allant voir son banquier. Non, là, il s'agit de possibilité d'investir directement. Ouais, c'est ça. Alors, donc la semaine avait plutôt bien commencé, ça c'est tombé lundi. Alors pour ceux qui sont dans l'industrie, on le savait que c'était dans les tuyaux, on n'avait pas la date et on l'attendait avec impatience parce que au-delà de l'offre, c'est le symbole qui est fort. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, les groupes bancaires boudaient un peu les cryptos. On a encore aujourd'hui d'ailleurs des groupes bancaires qui boudent un peu le sujet. Et là, le fait d'avoir un nom aussi prestigieux qui se positionne avec une offre grand public, avec un gros travail qui a été fait par Exarch qu'il faut saluer pendant de nombreuses années parce que c'est pas évident de naviguer dans un groupe bancaire quand on parle de ces sujets. Donc ça avait... Et puis en plus, un groupe bancaire, traditionnel, banque populaire, caisse d'épargne, c'est pas Société Générale, BNP Paribas. Là, on parle vraiment en plus à une vieille institution. Tout à fait. Et puis en termes de démocratisation, c'est sûr que c'est hyper intéressant et ça démystifie aussi la crypto. Je veux dire, à partir du moment où on a un groupe de cette envergure qui se positionne, on ne peut plus utiliser certains poncifs qui circulent encore sur les cryptos. On sait à quelle sauce réglementaire sont mangés les établissements bancaires. Évidemment qu'ils n'iraient pas si ces poncifs existaient réellement. Donc le sujet est plus symbolique. L'offre, globalement, elle a été un peu challengée sur la tarification, etc. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment le symbole et ça pousse aussi tous les autres établissements bancaires à dire maintenant, ça y est, officiellement, les autres établissements bancaires sont en retard. Et donc, ça va forcément faire bouger des choses. Bon, direction sud-ouest avec l'Argentine. On a aussi des banques qui s'ouvrent de plus en plus aux cryptos, Owen. L'Argentine qui étudie la possibilité de lever l'interdiction faite aux banques de proposer des actifs numériques. Déjà, je suis assez curieux et cette nouvelle m'a un petit peu interrogé dans le sens où, quand on connaît Javier Milei, on pouvait se dire qu'à peu près toutes les restrictions sur à peu près n'importe quoi avaient été levées. Non, pas du tout. L'Argentine interdisait l'usage des cryptos. On sait que le président est très, très favorable aux cryptos et qu'il risque même d'avoir de gros problèmes à cause de ça. On en a parlé. Oui. Mais voilà, là, il y a une barrière qui saute en plus dans un pays qui est en avance sur on va dire, la non-orthodoxie économique. Et ça peut faire avancer les choses. Il y a justement cette question qui se pose en connaissant la présidence actuelle du pays, de se dire pourquoi ce n'était pas déjà le cas. Je pense que ça vient d'une ségrégation entre la direction du fonctionnement du monde bancaire et de la politique directe, ou au moins un délai de latence. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais surtout je ne connais pas suffisamment la politique de ce pays pour pouvoir prendre position. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, c'est que ça vient du bas. Ça vient de la demande, ça vient du peuple. C'est ça. Bloquer les crypto-monnaies, c'est bloquer une solution potentielle quand on a peur de l'inflation. C'est bloquer beaucoup de choses qui concernaient réellement ce peuple. Ça vient d'une demande réelle, concrète des entreprises, d'une évolution. Et en fait, c'est tout simplement une décision qui est très pragmatique. De toute façon, quand on interdit, les gens contournent ou les gens trouvent des solutions. Alors autant l'autoriser avec un cadre maîtrisé. Ça permet même d'avoir un meilleur contrôle que d'une interdiction pure et dure d'utiliser les crypto-monnaies à un peuple qui, s'il en a besoin, de par la nécessité, contournera n'importe quelle règle. Quand c'est la valeur de sa monnaie, la valeur de ce que l'on possède, on commence à imaginer des chemins autres que ceux qu'on nous propose. Et naturellement, les gens se tournaient vers les crypto-monnaies, notamment depuis qu'il y a eu cette nouvelle présidence. Ah oui. Donc c'était beaucoup plus logique de l'encadrer, de le permettre et au contraire d'inviter les entreprises à développer des solutions cadrées là-bas.
Alors, cap au nord, cap aux États-Unis, avec le Bureau du contrôle de la monnaie, l'OCC, qui révèle que 9 grandes banques américaines auraient discriminé des entreprises crypto entre 2020 et 2023. Le régulateur affirme qu'il n'existait aucune justification pour ces restrictions. Thibaut, est-ce qu'on assiste à un changement radical, là pour le coup, de posture des États-Unis vis-à-vis de la crypto? On sait que Donald Trump fait tout pour élargir l'usage. Là, il est question de régulation. Et c'est quelque chose de très tranché qui pourrait être très important. Ouais, c'est surtout, encore une fois, très symbolique. Donc là, c'est le résultat d'une enquête qui avait été orchestrée, effectivement, ordonnée par Trump en août dernier. Là, c'est les résultats préliminaires. Donc l'enquête, elle n'est pas terminée. On va encore avoir des détails. Mais pour la première fois, on a une administration réglementaire bancaire qui se positionne publiquement en disant, effectivement, des grandes banques ont abusé de leur pouvoir vis-à-vis des cryptos. On restreint l'accès à certains services à des établissements crypto sans justification valable. C'est-à-dire que c'est presque une lettre d'excuse qui est publique avec le message de fond de dire ça ne doit plus se reproduire. On sait qu'il y a eu des équivalents en France. Aujourd'hui, on a de nombreux établissements. Ça a été notre cas à nous aussi quand on a été régulé où on s'est fait fermer des comptes bancaires sans raison et sans préavis. Donc c'est aussi arrivé en France. Le fait d'avoir les États-Unis qui prennent cette posture, pour le coup, le signal effectivement pour l'industrie, il est extrêmement positif. Après, voilà, c'est des résultats préliminaires. L'enquête, elle n'est pas terminée. Ils vont creuser. L'enquête, elle n'était pas non plus ciblée sur les cryptos. Ça concernait aussi d'autres secteurs d'activité dont les cryptos faisaient partie. Maintenant, quelles sont les mesures qui vont réellement être mises en place pour éviter que ça se reproduise? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Tout ça, on n'a pas encore trop de visibilité. Mais en tout cas, le fait de faire une communication publique sur le sujet, c'est déjà un message qui est envoyé à l'industrie en disant on va faire en sorte que ça aille un peu mieux. Communication publique et puis aussi travail rapproché avec les grands acteurs du secteur. C'est ça aussi qui sauve les États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas peur d'aller voir Gemini, Kraken, il y a même Polymarket qui est dans le... Alors Polymarket, on les regarde, ça devient la boule de cristal institutionnalisée, c'est quand même un modèle économique assez étonnant. Mais ils n'ont pas peur d'aller voir ces acteurs-là pour directement discuter, qu'est-ce qui pourrait permettre de réguler correctement les choses, mais en même temps qui ne viendrait pas grignoter sur l'activité, sur la législation, etc. Et un vrai travail en coopération. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque un petit peu en France aussi. Totalement. Après, je pense qu'il y a d'autres choses qui manquent en France parce qu'il y a une vraie volonté de comprendre. Très honnêtement, bien que toujours réguler, c'est pas forcément mon postulat. L'autorité des marchés financiers maîtrise parfaitement le monde des crypto-monnaies. Bien sûr. C'est juste que c'est une intrication beaucoup plus complexe entre ce que l'autorité des marchés financiers doit structurer, l'application de la loi qui, elle, va venir de l'Europe sur beaucoup de choses. Et donc, c'est différentes couches de prise de décision où, des fois, dans certaines couches, on va appliquer différemment de ses voisins européens qui, eux, ont une interprétation qui est différente. C'est également ça qui manque. C'est pas simplement la compréhension, parce que pour le coup, je tire vraiment mon chapeau à l'AMF sur sa compréhension de l'écosystème. Révélation de votre collègue Claire concernant ces amendements budgétaires qui concernent les cryptos autodétenus. Elle nous dit que l'AMF est en train de regarder que l'ADAN est en train de regarder attentivement le dossier justement pour voir. Tout à fait. L'association pour le développement des actifs numériques doit prendre une position. C'est quelque chose de très grave, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Et évidemment, il faut au moins montrer qu'il y ait des gens qui lèvent la main en disant mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on va voter? Mais en tout cas, voilà, ce ne serait pas la compréhension. Et même de notre régulateur, du coup, comme je le disais, qui je trouve est très pointu et maîtrise maintenant bien le sujet, ce serait ensuite la capacité d'avoir une collaboration et d'anticiper. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de mettre certaines bases, qu'on est déjà en train de durcir sur les principes même de la crypto-monnaie, alors qu'aux États-Unis, ils sont déjà en train de donner la parole à certains acteurs qui sont encore sur des flous pour leur dire, concrètement, comment est-ce qu'on peut réguler sans briser la croissance? Voilà. C'est quelque chose de délicat, c'est un jeu de funambule. Cadrer sans restreindre, c'est quelque chose de très complexe. Et c'est le fait d'avoir justement une poigne assez forte sur la direction que peut prendre le marché sans briser quelque chose de naturellement fragile, car nouveau. Donc oui, je pense que c'est cette agilité qui manque aujourd'hui à la France, pas forcément cette capacité de compréhension, puisqu'on a même dans l'administration des gens qui sont très au fait de ce qui se passe. Voilà, le jeu de funambule, il est plus facile quand le fil est plus épais. Et quand on coopère, forcément, on crée des liens et ça fait quand même avancer les choses. On va parler d'un de nos grands gourous de la communauté crypto, Michael Saylor. Alors, c'est très compliqué ce qui se passe en ce moment. Il y a quelques semaines, si j'ai bonne mémoire, il demandait lui-même à être retiré de l'indice
MSCI, de l'indice mondial qui représente les capitalisations boursières mondiales, dans laquelle il était via stratégie. Et il avait peur justement que son exposition au Bitcoin et à la volatilité du Bitcoin en ce moment ne crée une sorte de défiance de la part des administrateurs d'MSCI qui le jettent de l'indice. Donc il a pris les devants. Et puis finalement, il revient, il envoie une lettre argumentée pour contester en fait une règle qui prévaut chez MSCI qui exclurait les sociétés qui sont exposées à plus de 50% de leurs actifs au Bitcoin. Quelles seraient les conséquences si MSCI allait au bout d'un éventuel processus d'exclusion et pourquoi Stratégie est tellement hésitant et tellement crispé sur ce fil-là. Ouais, en fait c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que alors naturellement, il défend sa position, mais il défend pas tant le fait de sortir, il défend la manière dont on propose le fait de le faire sortir aujourd'hui, parce que pour le faire sortir, on pose une règle qui serait effectivement de dire on exclut désormais toutes les entités dont plus de 50% du bilan est exposé aux cryptos. Ce qu'il reproche, c'est que c'est une règle qui est posée comme ça, de manière totalement arbitraire. Il n'existe pas de parallèle sur d'autres marchés. Ah non, c'est le seul. Oui. On ne dit pas on exclut toutes les sociétés qui sont leur bilan il est exposé à 50% au pétrole ou aux métaux précieux aussi ou là. Donc là, on le fait pour les actifs numériques et à la rigueur, pourquoi pas, mais surtout sur aucune base fondée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'étude qui a été faite pour dire il y a un risque systémique pour les sociétés qui sont dans ce cas de figure, donc ça justifie de les sortir de l'indice. Donc c'est plutôt ça qui reproche, c'est plutôt la méthodologie de dire attendez, prenons un peu de temps. Si vous voulez qu'on mette en place quelque chose comme ça, réfléchissons, faisons-le intelligemment, posons quelque chose de constructif pour effectivement éviter qu'on se retrouve avec des entités qui ne doivent pas figurer là, qui font là, parce qu'il est aussi un petit peu tributaire aujourd'hui de tout l'engouement qu'il y a eu autour des crypto-compagnies trésorerie, dont certaines qui sont là pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Donc je pense que c'est aussi un peu la base de la réflexion, c'est de dire comment on fait en sorte que ces entreprises qui viennent par opportunistes et qui sont peut-être un peu plus fragiles et qui vont peut-être avoir du mal à tenir sur la durée, on puisse pas leur donner trop d'exposition, mais que ça ne sanctionne pas en fait toute l'industrie. Parce que là, pour le coup, on a parlé de beaucoup de messages positifs. La manière dont c'est proposé, là, le signal, il est plutôt négatif et il exclurait de fait une partie des entreprises de cet écosystème-là sur ce type d'indice. Donc, et les conséquences économiques, naturellement, elles peuvent être assez importantes parce que si on a MicroStrategy qui sort, forcément, ça fait une pression vendeuse parce qu'aujourd'hui, on a des fonds qui sont forcément exposés à l'indice et qui répliquent l'indice, donc qui sont aujourd'hui exposés à Strategy, qui vont devoir vendre. Si ça vend, forcément, ça va avoir un impact sur l'action. Ça va peut-être forcer Strategy à vendre une partie de leur crypto et ça va avoir une incidence sur le cours. Donc, il y a tout un effet d'escalade qu'il faut éviter, mais c'est surtout l'approche qui est reprochée ici. Owen, au-delà du problème réglementaire, MSCI, la représentation au sein d'un indice, etc., est-ce que Michael Saylor n'est pas un petit peu rattrapé aussi par un phénomène qui est que il a fait d'une compagnie, MicroStrategy, il y avait un modèle industriel qui désormais doit être extrêmement non significatif, pitchoun dans leur bilan, qui est des services informatiques. Au-delà de ça, est-ce qu'il n'est pas rattrapé un petit peu par cette sorte non seulement de fuite en avant, parce qu'on a vu que voilà, il était capable de vendre des actions, de libérer son cash pour prendre toujours plus de Bitcoin, et finalement de laisser tomber la raison d'être initiale de son entreprise? Alors pour moi, c'est pas ça le point. Parce que il a toujours su pivoter quand il le fallait. Oui, il est fort. Il a fait avant, après Bull, Internet, et puis maintenant les crypto-monnaies. Et la réalité, c'est que de toutes les Bitcoin, Treasury et compagnie, il fait partie de ceux qui n'ont pas surfé la vague, ils l'ont créé. Ouais. Donc, avec les assets qu'ils ont aujourd'hui, créer des services sur le Bitcoin, ça se fait. Peut-être pas avec un premium complètement fou comme on l'a connu à l'époque où ils étaient à 270% de premium vis-à-vis de leur stock de Bitcoin, mais c'est cohérent. Ce que moi je comprends dans son discours, c'est que c'est pas un problème de rentrer ou de sortir de l'indice. C'est que quand on rentre dans l'indice, on capte des fonds automatiques, l'argent des fonds de fonds, et du coup sortir de l'indice, c'est vraiment nous pousser dans une case où tout le monde va investir massivement chez nous, qu'on le veuille ou non, et nous sortir de cette case où tout le monde va vendre notre action massivement. Ça pousse à la volatilité sur un business qui est assumé de déjà vouloir mettre de la volatilité sur un actif volatile. Donc, on a envie de se faire mal. Et surtout, Wall Street l'a compris. Il y a des fonds qui commencent à s'allier, qui commencent à shorter. Donc, sa position, je pense, c'est plus de dire... C'est pas grave de rentrer ou de sortir, mais il faut quelque chose de cohérent et de linéaire, parce que si vous me poussez juste dans des fonds qui vont investir massivement et des gens qui vont liquider... Il y a un monde dans lequel MicroStrategy dévie ses parts dans un cercle vicieux et je pense que c'est ce qu'il veut éviter.
Bon, un petit mot quand même de nous, du grand public. Chiffre de Visa, très intéressant. Visa, hein, la société de paiement, les cartes bleues, etc. Selon la dernière étude, il y a près de la moitié des jeunes Américains qui aimeraient recevoir des cryptos comme cadeau de Noël. Owen, est-ce que ça confirme que la crypto est entrée durablement dans les usages de la nouvelle génération ? Je pense que culturellement, ça annonce un changement, une évolution. Maintenant, c'est vraiment les 18, 30, 35 ans, donc ça ne concerne pas tous les Américains, et l'étude ne dit pas « les Américains veulent des cryptos à Noël ». Oui, voilà. C'est juste que cette catégorie commence à apparaître, et ça commence à devenir un sujet très sérieux. Donc ça montre un intérêt. Pour certains, ça montre un peu le fait que la crypto-monnaie est un jouet pour les Américains, en tout cas pour certains, parce qu'ils en veulent au pied du sapin. Et puis c'est également peut-être des rebonds qui viennent de la distribution de l'hélicoptère money qu'il y a eu pendant le Covid, et des habitudes de « t'as un peu d'argent, achète des cryptos ». C'est presque, on va dire, les marchés financiers à outrance. Peu importe. En tout cas, ça dit quelque chose sur l'évolution. Ça nous montre également car les personnes qui ont le plus d'appétence sont les plus jeunes et ceux qui, du coup, depuis les 5 ou 10 dernières années, sont très exposés au numérique, s'intéressent aux investissements et découvrent ces actifs. Donc pour moi, ça montre une évolution de fond, oui. Maintenant, on zoome quand même sur un endroit très spécifique avec un certain type de population d'un certain âge. Mais c'est en tout cas la première fois qu'on entend ce genre de métrique. Et puis, c'est pas une étude de n'importe qui. Bah oui. C'est quand même Visa qui le pousse. Ça en dit long sur la stratégie et la communication qu'ils veulent tenir et porter. D'autant que voilà, ces grandes entreprises ont tout intérêt à vraiment regarder le Bitcoin, la blockchain de près, parce que ça va être la cheville ouvrière de la rénovation de toute l'infrastructure de paiement à travers le monde. Et la crypto, il y a évidemment toute sa place. Owen Simonin, alias Asher, merci d'avoir été avec nous.